Voilà, bonjour à tous, on va commencer. Donc avant d'aborder le sujet de la deuxième leçon, est-ce qu'il y a des questions sur ce que j'ai raconté la semaine passée? Donc sinon, je vais aborder le sujet de la leçon d'aujourd'hui, qui est vous expliquer ce qu'on appelle la théorie de Newton-Cartan. Alors, une des caractéristiques essentielles de la théorie d'Einstein, qui a, disons, qui a été extrêmement attractive pour beaucoup de physiciens, c'est le fait qu'elle correspond à une géométrisation de la physique, une géométrisation de l'espace-temps. En fait, on peut dire que la gravitation einsteinienne, c'est la géométrie de l'espace-temps. Il se fait que Cartan a montré que la théorie de Newton pouvait également être reformulée de manière géométrique en termes de géométrie d'espace-temps, mais que les éléments géométriques qui y apparaissent sont très différents. Bon, la théorie de Newton, ce n'est pas la théorie d'Einstein. En fait, c'est plus compliqué, mais ça peut être géométrisé. Et c'est intéressant de comprendre cette géométrisation due à Cartan, ne fût-ce que pour l'éclairage que ça apporte sur la formulation de la théorie d'Einstein, voir en quoi elle diffère. Et puis aussi, ça permet de comprendre certains aspects de la théorie de Newton eux-mêmes qui peut-être ne sont pas nécessairement soulignés très fort, en tout cas lorsque on l'explique. Donc la théorie de Newton-Cartan, ça correspond à la limite de la théorie d'Einstein, où la vitesse de la lumière tend vers l'infini. La semaine prochaine, je vous parlerai de l'autre limite où la vitesse de la lumière tend vers zéro, qui correspondra à une géométrie carolienne de Carol de la théorie d'Einstein. Alors oui, quelqu'un avait posé la question, mais tout le monde n'était pas là pour la réponse. D'où sort Carol? Est-ce que c'est Carol qui a inventé le groupe de Carol? Non, en fait, celui qui a trouvé, qui a mis en évidence pour la première fois le groupe de Carol, c'est Lévy-Leblond, et il a adopté la terminologie Carol en se référant au livre de Lewis Carroll, Alice au pays des merveilles, où à un moment donné, il y a un épisode où la reine court à la vitesse maximum qu'elle peut et elle n'avance pas. Donc c'est c égale à 0. Bien. Alors, avant d'aborder Newton-Cartan, je vais peut-être faire un bref rappel sur la formulation géométrique de la gravitation einsteinienne. Donc au cœur de la formulation, il y a la métrique d'espace-temps, que je vais dénoter G alpha bêta. Et cette métrique, physiquement, elle détermine à la fois l'élément de longueur au carré donc, est donné par la métrique. Je ne vais pas toujours écrire explicitement que ça dépend des coordonnées. Donc elle détermine à la fois la longueur entre deux événements séparés par un intervalle de genre-espace, mais également le temps propre mesuré par une horloge, et l'espace et le temps sont unifiés, et la métrique d'espace-temps est dénotée ici par G alpha bêta. Alors une caractéristique essentielle de cette métrique, c'est qu'elle est de signature, et je vais travailler à 4 dimensions pour fixer les idées, moins, plus, plus, plus. Donc les directions de genre temps ont un ds carré négatif, et les directions de genre espace ont un ds carré positif. Et donc ce qu'on sait, c'est que localement, en tout cas, on peut ramener la métrique en n'importe quel point, on peut, dans l'espace tangent, ramener la métrique à la forme minkowskienne, donc qui est diagonale avec un moins 1 ici, un 1 là. Voilà, donc ça veut dire que par transformation linéaire de changement de base dans l'espace tangent, en chaque point, on peut ramener G alpha bêta par ceci. On ne peut pas le faire par une transformation de coordonnées globale en général s'il y a de la courbure, mais localement, en un point, on peut le faire. Alors, autre chose importante à dire aussi, c'est qu'en fait, la métrique, en théorie einsteinienne, détermine tout.
si vous connaissez la métrique, vous pouvez déterminer toutes les propriétés physiques de la gravitation. Et en particulier, elle vous permet de déterminer. La connexion est entièrement déterminée par la métrique. Donc la connexion, c'est le transport parallèle, est entièrement déterminé par la métrique. Pourquoi ? Parce que si vous imposez la condition que la métrique soit préservée par transport parallèle, donc ceci est la dérivée covariante de la métrique, et que vous imposez que ce transport parallèle préserve les distances, calculées à l'aide de la métrique, et si en plus vous imposez que la connexion, donc, que j'appelle gamma, soit symétrique, c'est-à-dire sans torsion, eh bien il y a une et une seule connexion qui correspond, qui est solution de ces équations. Elle est unique, elle existe et elle est unique. Donc ça s'appelle la connexion de Levi-Civita. La connexion joue un rôle important, mais enfin, c'est un objet dérivé ici. Pourquoi ça joue un rôle important ? Parce que les géodésiques, c'est-à-dire les trajectoires des particules, sont entièrement déterminées par l'équation des géodésiques qui fait intervenir la connexion. Alors à partir de la connexion, on peut fabriquer le tenseur de courbure. À nouveau, c'est une construction que j'appelle R, alpha, bêta, gamma, delta. Mais donc c'est complètement déterminé par la connexion et donc c'est complètement déterminé par la métrique. Et avec ce tenseur de courbure, on construit des équations d'Einstein. Hein. Donc on introduit le tenseur d'Einstein, qui est le tenseur de Ricci, donc obtenu en contractant le premier indice avec le troisième. Et la courbure scalaire, c'est on contracte tout. Moi, j'ai alpha, bêta. Donc le tenseur d'Einstein et les équations d'Einstein nous disent que le tenseur d'Einstein, donc là, qui est lié à la courbure, est déterminé par le tenseur d'énergie-impulsion par les équations d'Einstein. Mais donc l'important, donc d'abord, le mouvement des particules est déterminé par les géodésiques, c'est-à-dire la connexion, et la courbure de l'espace-temps est contrainte par les équations d'Einstein. Mais ce qui est important, c'est que les objets qui apparaissent dans les équations sont tous déterminés à partir de G alpha bêta. Donc il y a une grande simplicité de ce point de vue-là de la théorie d'Einstein. Alors comme je l'ai dit, en chaque point, on retrouve la structure plate de Minkowski, c'est-à-dire en un point, l'espace vectoriel tangent est caractérisé par la métrique de Minkowski. Et alors qu'est-ce que c'est l'espace-temps de Minkowski ? Donc c'est un espace vectoriel. Pour être tout à fait précis, c'est un espace affine parce qu'il n'y a pas d'origine privilégiée. Donc je dirais très souvent espace vectoriel. C'est un espace vectoriel qui est muni d'un produit scalaire de signature moins plus plus plus. Et donc en chaque point, on retrouve cette structure. Et le groupe d'invariance de cette structure, c'est le groupe de points carrés. Donc, groupe d'invariance de la structure plate, c'est points carrés. Et en un sens, pour passer de la théorie... Alors, l'espace de Minkowski est solution des équations d'Einstein. C'est une solution qui possède le maximum de symétrie. C'est une solution qui représente l'absence de gravitation. Et en un sens, pour passer de l'espace de Minkowski à un espace où il y a de la courbure et de la gravitation, il faut courber état alpha bêta, c'est-à-dire remplacer la métrique plate par une métrique qui dépend de x. Et remplacer les dérivées par les dérivées covariantes correspondantes, etc. Et donc la question qu'on peut se poser, si revenons à la théorie de Newton, c'est quelle est la structure plate qui correspond à l'espace de Minkowski, et après, comment peut-on faire pour la courber ? Et quelles sont les équations qui permettent de la courber ? Donc ce que je vais vous décrire en un premier temps, c'est l'équivalent de l'espace-temps de Minkowski pour la théorie de Newton-Cartan, et puis on va regarder comment on peut introduire de la courbure dans cette structure sans courbure. Minkowski, ça n'a pas de courbure, donc je vais vous construire l'équivalent ici, et cet équivalent, on l'appelle parfois, et je vais suivre cette terminologie, espace-temps plat de Galilée. Alors, qu'est-ce que c'est l'espace-temps plat de Galilée ? C'est un espace vectoriel qui est muni
de la structure qu'on hérite de Minkowski en faisant tendre la vitesse de la lumière c vers l'infini. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, je vais rétablir la vitesse de la lumière. Donc, en fait, je vais remplacer x0 par ct et je me place dans le cadre de Minkowski. Donc, la métrique est celle-là. Donc, en fait, le ds carré de Minkowski, c'est moins c carré dt carré plus dx1 carré plus, je vais peut-être pas, donc plus somme sur i. Donc i, c'est les indices spatiaux, dxi carré. Bon, alors là, vous voyez que si je fais tendre c vers l'infini, il y a un problème, puisque ça diverge. Donc avant de regarder cette divergence, regardons la métrique inverse. Donc eta alpha bêta. Donc ceci, c'est la métrique deux fois covariante, qui définit l'intervalle de longueur, mais puisqu'elle est manifestement inversible, on peut introduire la métrique inverse. Et dans la métrique inverse, il est clair que le c qui est au numérateur va passer au dénominateur. Donc le eta alpha bêta, c'est moins 1 sur c carré, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Alors là, c'est clair que si je fais c tendant vers l'infini, si je fais tendre c vers l'infini, ça va tendre vers quelque chose qui n'a pas de divergence. En fait, ça va tendre vers ce tenseur-ci. Alors, ce tenseur-ci n'est pas divergent, mais il a une propriété très particulière, c'est qu'il est manifestement singulier. Enfin, son déterminant est nul. Donc singulier en ce sens-là. Donc il ne diverge pas, il n'y a pas de singularité en fait, mais ça n'est pas un tenseur, c'est un tenseur symétrique deux fois contravariant, mais qui est de signature 0 plus plus plus. Donc c'est dégénéré. Donc on voit que je vais donner un nom à ce tenseur, je vais l'appeler gamma alpha bêta. Donc gamma alpha bêta, c'est la limite pour c tendant vers l'infini du tenseur eta alpha bêta, et c'est ce tenseur-ci. Et donc il n'a pas d'inverse. Bon, en termes du tenseur deux fois contravariant, le fait que eta alpha bêta diverge se traduit par le fait que l'inverse n'est pas inversible. Bon, alors, il y a une chose qu'on peut faire, c'est vrai que ds carré diverge, mais si je regarde maintenant 1 sur c carré ds carré, voyons ce qui se passe. Donc je vais regarder 1 sur c carré est alpha bêta. Alors là, ceci possède une limite bien définie, ceci va disparaître, donc en fait c'est très singulier, c'est très dégénéré. On va juste avoir moins 1 ici, et puis des zéros partout ailleurs. Mais c'est quelque chose qui a une limite bien définie. Donc en fait, juste 1 sur c carré ds carré, c'est une autre manière de dire la même chose, tend vers moins dt carré. Alors je vais écrire ça, parce que ça va permettre les généralisations à l'espace-temps courbe, comme moins, je vais voir ça, dt c'est une informe, donc j'écris ça comme une informe, au carré, ou la informe que je vais appeler psi, c'est psi dont alpha dx alpha, c'est juste dt. Donc c'est une informe qui a presque toutes ses composantes égales à 0, sauf celle le long de t. Donc en termes de matrice ligne, c'est la forme suivante. Mais pourquoi c'est intéressant de faire ça? Parce que ça va permettre facilement une généralisation. Et puis aussi, on voit que cette informe a une propriété très particulière par rapport au gamma alpha bêta, c'est qu'elle est dans le noyau. Gamma alpha bêta n'est pas inversible, il y a la valeur propre 0, et en fait c'est précisément
non, je ne l'ai pas appelé psi alpha, qui est dans le noyau de gamma alpha bêta. Donc on voit qu'elle a. Alors, on va appeler espace-temps plat de Galilée un espace vectoriel qui est muni d'un tenseur deux fois contravariant dégénéré, qui est celui qui est là, donc ce tenseur-ci, et d'une structure donnée par une informe que j'appelle psi alpha, et qui est celle-là. Donc là, c'est la structure plate. Hein. Donc gamma alpha bêta, c'est une matrice, c'est celle-là. Psi alpha, c'est un vecteur ligne, qui est celui que j'ai indiqué là, et qui obéissent à la relation fondamentale que psi est vecteur propre nul de gamma alpha bêta. Donc voilà ce qu'est l'espace-temps plat de Galilée, c'est ce qui correspond à l'espace-temps plat de Minkowski. Et je vais appeler, de la même manière qu'on appelle base de Lorentz ou de Minkowski, les bases de l'espace vectoriel où la métrique prend cette forme, je vais appeler base de Galilée les bases de cet espace vectoriel où gamma alpha bêta et psi alpha prennent la forme, peut-être je vais la réécrire ici puisqu'on en aura besoin, prennent la forme canonique qui est celle-là, hein, 0, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1, 0, 0, 0, 0, 1. Et donc psi alpha, c'est égal à 1, 0, 0, 0. Alors, on va appeler, on dira qu'un vecteur V alpha est de genre espace. Donc V alpha est de genre espace si et seulement si son produit avec psi alpha est égal à 0. Dans une base de Galilée, ça revient à dire que sa première composante est égale à 0. Alors, géométriquement, comment peut-on représenter ça? Quand on fait tendre C vers l'infini, le cône de lumière s'ouvre de plus en plus, et à la limite C égale à l'infini, le cône de lumière, en fait, en un point, ça devient l'hyperplan x0 égale constante. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tous les points ici sont à l'intérieur du cône de lumière, futur, passé, et l'extérieur du cône de lumière est complètement collapsé en ceci, et donc ça correspond aux points qui sont sur le cône de lumière et à l'extérieur du cône de lumière. C'est pour ça qu'on les appelle de genre espace. Mais donc cette vision quand C tend vers l'infini, du cône de lumière qui s'ouvre de plus en plus, jusqu'à la limite devenir l'hyperplan, est une bonne vision géométrique. Et cet hyperplan, en fait, puisque psi est en fait une forme fermée, est une forme exacte, je vous ai dit psi c'est dt, c'est juste les hyperplans t égale à constante. Ça correspond au fait qu'il y a un temps absolu défini par ces hyperplans. Alors, tout vecteur qui n'est pas de genre espace, on dira qu'il est de genre temps. Donc un vecteur comme ça, donc ça veut dire que V0 est différent de 0. Alors, quand on a une métrique ou une métrique inverse qui n'est pas inversible, on ne peut pas abaisser et élever les indices comme on veut. C'est une opération qui demande, qui n'est pas évidente. Parce qu'en fait, on peut évidemment clairement toujours élever les indices, puisqu'on a un objet deux fois contravariant, mais si je vous donne un vecteur et que je vous pose la question, est-ce que je peux lui associer un vecteur, un covecteur, donc est-ce que je peux faire ça? Mais la réponse n'est pas toujours. Pourquoi? Parce que si je peux écrire V alpha, comme gamma alpha bêta
V bêta. Donc s'il existe un vecteur V bêta un covecteur V bêta que je peux associer au vecteur V alpha, c'est-à-dire si j'ai une relation comme ça, mais il est clair que le V alpha relié à ce V bêta qu'on cherche par cette relation va être nécessairement de genre espace. Et si je multiplie par psi, comme psi est vecteur propre nul de gamma alpha bêta, j'obtiens 0. Et donc on voit qu'un vecteur, on ne peut abaisser les indices d'un vecteur que si ce vecteur est de genre espace. S'il n'est pas de genre espace, il n'y a pas de covecteur ou de informe qui lui soit associé. Mais on voit aussi que puisque psi est annihilé par gamma, le covecteur associé au vecteur V alpha n'est pas unique. Je peux lui ajouter n'importe quel multiple de psi, puisque ça fait 0 quand c'est contracté par gamma, ça ne change rien. Donc, les règles auxquelles on est habitué, familières à tout vecteur, on peut associer un covecteur, et ce covecteur est unique, ne s'appliquent pas. On ne peut pas toujours le faire, et quand on peut le faire, il n'est pas unique. Mais il y a quand même quelque chose d'intéressant, c'est si je considère deux vecteurs de genre espace, c'est-à-dire deux vecteurs de genre qui sont dans les hyperplans de simultanéité. Donc, je vais appeler ça les hyperplans de simultanéité, hein, pour des raisons évidentes. Si je considère deux tels vecteurs, eh bien, je peux leur associer, je peux le définir pour eux un produit scalaire. Donc, c'est dans ce sous-espace à 3 dimensions. Et comment ça marche? Je vous donne deux vecteurs qui sont de genre espace, donc appelons-les V alpha, W alpha. Donc on n'aura que V alpha psi alpha égale à 0, W alpha psi alpha est égal à 0. Donc je peux associer à V alpha un covecteur, évidemment qui est déterminé à un multiple de psi près, et puis je peux contracter avec W alpha. Mais vous voyez que si W alpha est lui aussi de genre espace, l'ambiguïté ne joue pas. Et donc je peux définir un produit scalaire pour deux vecteurs de genre espace. Donc les sous-variétés t égale à constante sont munies d'une métrique qui est évidemment euclidienne. En fait, en coordonnées de Galilée, ceci va se réduire à ce produit scalaire va être égal, puisque V0 est égal à 0, W0 est égal à 0, à VA, WA. Donc écrivons VA, VB, WA fois delta AB. Donc ça voit la partie purement spatiale. Donc en fait, pour les vecteurs de genre espace, cette sous-matrice est inversible et elle définit une métrique euclidienne dans les hyperplans de simultanéité. Voilà, donc ça, retenons ça. Alors, jusqu'à présent, je n'ai pas parlé de connexion, mais on peut introduire une connexion. Et en fait, puisqu'on a un espace vectoriel, la connexion la plus naturelle qu'on peut introduire, c'est la connexion nulle. Donc on va introduire une connexion qui, dans des coordonnées bien choisies, et je vais parler ça tout de suite, est la connexion plate. Oui, voilà. Donc ceci, je n'en aurai pas vraiment besoin. Donc là, je l'ai dit. C'est-à-dire, on va introduire une connexion qui est gamma, alpha, bêta, gamma égale à 0, de telle sorte que l'équation des géodésiques, c'est juste l'équation des lignes droites. Des 2x alpha sur des lambda égale à 0. Sinon, il y a le terme en plus. Bon. Bien, alors ça c'est l'espace-temps plat de Galilée, donc c'est un espace vectoriel muni de cette structure-ci, définie par gamma alpha bêta donné par ça, par psi alpha donné par ça, et donc on a cette relation clé ici. Peut-être que je vais écrire gamma alpha bêta, oui, voilà. Alors, on peut se poser la question, alors on a vu que l'espace de Minkowski, lui, est caractérisé par cette métrique plate,
et qu'on peut définir le groupe de Poincaré comme le groupe d'invariance de cette structure plate. Question, quel est le groupe d'invariance de la structure de Galilée qu'on vient de définir? Et en fait, il y a réellement deux manières d'introduire ce qu'on appelle un groupe de Galilée, et donc je vais mettre ça au pluriel. La première manière de procéder, on va dire le groupe de Galilée, c'est le groupe des transformations qui préserve cette structure fondamentale définie par gamma alpha bêta et psi alpha. Et donc on va chercher les transformations. Donc une transformation, c'est défini par un champ de vecteurs. Donc on va chercher les champs de vecteurs qui obéissent à la propriété qu'ils préservent gamma alpha bêta. Donc la dérivée de l'i de gamma alpha bêta, c'est égal à 0. Et ils préservent, donc ça c'est la définition 1. On va voir qu'il y a d'autres. On peut dire quelque chose d'autre. Je dirai quelque chose d'autre après. Et on demande aussi que la informe soit préservée. Dérivée de l'i. Oui. Pardon? Ah oui, je l'ai appelé psi. Je ne sais pas pourquoi je. Merci. N'hésitez pas à intervenir. Hein, quand... C'est toujours bienvenu. Alors, donc les champs de vecteurs qui possèdent ces propriétés préservent la structure et vont former en fait le groupe infinitésimal, c'est-à-dire l'algèbre de Lie du groupe de symétrie. Alors, on va résoudre, donc, si on résout les équations analogues pour Minkowski, on retrouve l'algèbre de Poincaré. Résolvons donc ces équations ici. Alors, je vais décrire explicitement les dérivées de Lie. Donc, pour un tenseur 2 fois contravariant, voilà la dérivée de Lie. J'écris d'abord la dérivée de Lie. C'est moins xi alpha lambda gamma lambda bêta moins xi bêta lambda gamma alpha lambda égale à 0. Peut-être je devrais faire les calculs séparés. Je vais faire les calculs sur un autre tableau, ça me permettra une gestion plus simple des tableaux. Donc, on a xi lambda, donc la dérivée de Lie de gamma alpha bêta, donc c'est ce que j'ai écrit, xi lambda gamma alpha bêta lambda moins xi alpha lambda gamma lambda bêta moins xi bêta lambda gamma lambda alpha lambda. Et puis la dérivée de Lie de psi alpha, c'est xi lambda. Donc il y a toujours un terme de dérivée ordinaire. Après, il y a un terme de transport qui va dépendre de la nature tensorielle de l'objet dont on prend la dérivée de Lie. Et pour les covecteurs ou les informes, le voilà. Je vois dans mes notes. Bon, alors, ça c'est ce que sont les dérivées de Lie. Et donc on doit résoudre les équations où ces dérivées de Lie sont égales à 0. Alors ces équations, pour se simplifier la vie, on va les résoudre en coordonnées galiléennes où les composantes des tenseurs sont très simples et aussi ces tenseurs ne dépendent pas de x. Donc les seuls termes dont on va devoir se préoccuper, c'est les termes qui font intervenir les dérivées du champ vectoriel le long duquel on prend la dérivée de Lie. Alors pour psi alpha c'est facile, parce que dans ce cas-là, la seule composante non nulle, d'abord ceci est nul puisque c'est constant, et la seule composante non nulle c'est 0, et dans ce cas-là elle vaut 1, donc en fait l'équation ici me dit que xi 0 alpha est égal à 0. Donc ça c'est une équation facile à résoudre, toutes les dérivées de xi 0 doivent être nulles, donc xi 0 ne peut être qu'une constante, que j'appelle à 0. Pour gamma alpha bêta, c'est un petit peu plus subtil. Bon, tout d'abord, ce terme-là, il ne faut pas s'en préoccuper, on l'a vu. Alors, vous voyez que si alpha et bêta, donc là, il y a plusieurs valeurs à considérer pour alpha et bêta. Si tous les deux sont nuls, il n'y a pas grand-chose parce qu'on sait que le gamma correspondant, s'il y a un 0, ça fait 0. Rappelez-vous, la forme de gamma. Il y a des zéros ici et là.
Donc il faut que les deux indices soient des indices spatiaux pour obtenir quelque chose de non trivial. Donc les deux égaux à 0, il n'y a rien. S'il y en a un qui est égal à 0 et l'autre est égal prend une valeur spatiale, à nouveau il n'y a rien. Pourquoi? Ce terme-là est absent, on le sait. Supposons que ce soit alpha qui est égal à 0 et bêta différent de 0. Alors j'ai un xi 0 ici, mais dont les dérivés sont nuls. Et l'autre terme, j'aurai 0 ici, et le gamma est nul. Donc les équations n'apportent rien de nouveau si un des deux indices est égal à 0. Donc le seul cas intéressant, c'est alpha égale à A et bêta égale B, c'est-à-dire des valeurs d'espace. Alors dans ce cas-là, bon, là on peut oublier ça, puisque c'est constant. Qu'est-ce qu'on obtient comme équation? Moins xi A, alors là c'est purement spatial. En fait, ce qu'on obtient, c'est l'équation de Killing pour la métrique à 3 dimensions d'espace, écrite en termes de la métrique inverse, mais c'est équivalent. En d'autres termes, et dont on connaît la solution. Parce qu'on sait que l'isométrie la plus générale de l'espace euclidien à 3 dimensions, c'est une rotation et une translation. Donc en fait, on connaît la solution générale de cette équation, c'est que si A est égal à une translation que je vais appeler AA plus une rotation infinitésimale, donc qui est caractérisée par un tenseur antisymétrique. Oui, je vais laisser de la place. Oméga AB est égal à moins oméga BA, où l'indice est élevé à l'aide de la métrique plate euclidienne qui existe dans l'espace à 3 dimensions. Mais ceci, évidemment, cette équation ne contraint pas la dépendance en le temps. Et donc, en fait, je peux faire une translation d'espace, mais qui varie avec l'hyperplan. Donc, en fait, il y a un x0 qui est autorisé ici. Et là aussi. Donc, en fait, je peux faire une rotation du repère qui dépend du temps. Si je fais une rotation du repère qui dépend du temps ou je fais une translation, il est clair que la métrique euclidienne d'espace ne va pas changer. Et le reste est préservé. Donc, c'est clairement des transformations possibles. Donc, on obtient que la solution la plus générale, donc je vais l'écrire, ça ici. Je vais essayer de faire les calculs de ce côté-là et de mettre les résultats dont on a besoin plus tard ici. Donc on voit que dans ce cas-là, ces équations impliquent que xi, là c'est une vraie constante, là il n'y a pas de dépendance temporelle possible, mais par contre pour la partie spatiale, je peux avoir une translation qui dépend du temps et une rotation qui dépend du temps. De manière arbitraire, il n'y a pas de contrainte, et donc c'est une rotation infinie. Donc c'est caractérisé par un tenseur spatial antisymétrique. Alors, ces transformations, cependant, ne préservent pas la connexion. Pourquoi? Parce que la connexion, elle se transforme pas elle se transforme avec les dérivées secondes du changement de coordonnées, et donc ça va voir s'il y a une accélération ou une dépendance en x0 ici. Et donc, ça amène... en fait, la connexion se transforme selon les dérivées secondes, comme je l'ai dit, comme je vais avoir besoin de la place. Donc, je vais essayer d'être fidèle au principe que tout ce qui est calcul intermédiaire dont on n'a pas besoin, je vais le mettre de ce côté-ci. C'est une partie qui va se rétrécir avec le temps. Et les calculs, je les fais de ce côté-ci. Et donc, ça conduit à une autre définition du groupe de Galilée, qui en fait va être le groupe de Galilée qu'on connaît, dont on a parlé la semaine passée, où on va demander en plus que non seulement la structure définie par gamma alpha bêta et par psi alpha bêta soit invariante, mais on va aussi demander que la connexion soit invariante. Donc ça c'est là, on impose aussi gamma
alpha, bêta, gamma reste nul. Alors comme je vous l'ai dit, gamma, alpha, bêta se transforme. Bon, je ne vais pas faire le calcul détaillé ici, je vais juste vous donner le résultat. Des deux, par changement de coordonnées, ça se transforme avec les dérivées secondes. Alors, il y a un terme en plus tensoriel qui fait intervenir gamma, mais puisque gamma est nul, je ne l'écris pas. Donc, typiquement, c'est comme ça que ça se transforme. Bon, il y a peut-être des matrices inverses qui multiplient, mais peu importe. Parce qu'en fait, il faut que la dérivée, on voit que les dérivées secondes du changement, si on veut que gamma reste invariant, il faut que la transformation soit linéaire. On veut préserver la structure linéaire. Et donc, ça va contraindre la dépendance ici. A0 peut être... Pardon, je ne sais pas pourquoi j'ai écrit A0 alors que c'est AA. Donc, qu'est-ce que ça va impliquer? Je vais peut-être l'écrire ici. Comme ça, oui, je vais quand même l'écrire ici. Donc, qu'est-ce que ceci implique? Ben, ça implique que, bon, xi 0, ben là, il n'y a rien de nouveau, mais xi A va posséder un terme constant, ça c'est plus un terme linéaire que j'appelle BA x0, puisque la seule dépendance possible, c'est x0, plus le terme de rotation. Mais puisqu'il y a déjà une dépendance linéaire en x, il ne peut pas y avoir de dépendance en x0, donc ça doit être une rotation constante. Alors ceci, c'est ce qu'on appelle en général le groupe de Galilée. C'est un groupe qui dépend de combien de paramètres? 1, et 3, 4, et 3, 7, et 3, 10. Donc c'est un groupe, ceci est antisymétrique, donc il y a 3 paramètres. Donc il y a 10 paramètres, exactement comme pour le groupe de Poincaré, et en fait, et je vais peut-être vous montrer comment on y arrive, l'algèbre de Lie correspondante, c'est exactement l'algèbre A2 dans la classification que je vous ai donnée la semaine passée, qu'on avait établie. Et A2, c'était précisément ce que j'avais appelé l'algèbre de Galilée. Pourquoi je lui ai donné ce nom? Ben, pour la raison maintenant que vous comprenez. Donc on va vérifier qu'effectivement l'algèbre de ces transformations, c'est bien l'algèbre de Galilée. Donc, une autre manière d'écrire ces transformations infinitésimales, je vais écrire ça en termes de champ de vecteurs. Donc, donc je me base sur je vais maintenant considérer ce cas-ci. Oui, mais donc vous voyez aussi qu'en forçant les transformations à être linéaires, on empêche un repère qui tourne à vitesse non nulle. On peut tourner une fois les axes, et puis une fois qu'ils ont tourné, on ne les tourne plus avec le temps. Et on empêche une accélération des référentiels. Donc les référentiels qui sont liés les uns par rapport aux autres par les transformations de Galilée, c'est pour ça que ça s'appelle comme ça. On peut avoir des référentiels inertiels tels que la loi de transformation de coordonnées obéit bien aux lois de transformation de Galilée qu'on étudie en mécanique classique. Ça, c'est la vitesse d'entraînement du référentiel, ça, c'est une rotation des axes, et ça, c'est une translation. Bien. Et pour faire le pont avec l'algèbre de Lie que j'ai calculée la semaine passée, je voudrais introduire, peut-être on va calculer l'algèbre de Lie de cette transformation. Donc en fait, c'est plus facile de travailler avec les champs de vecteurs directement. Donc en fait, j'ai j'ai les translations dans le temps, ce que j'avais appelé H. J'ai on va regarder. J'ai ici les translations d'espace que j'avais appelées PK. Puis j'ai les transformations ici. Non, là, pardon. Qui sont les boosts. Donc ça, j'avais appelé K. Donc c'est le champ de vecteur BK alors. Pardon. Donc c'est oui, c'est x0d sur dxk, pardon.
Donc c'est x0 d sur dxk, puisque c'est dans la direction, bon là j'ai mis A, mais ici je mets k. Et puis j'ai les rotations, je vais abaisser l'indice, donc je les avais appelés J, mettons indice I, donc c'est en fait moins I, J, K, ça doit être antisymétrique, X, J, D sur DX, K. J'ai mis le signe moins pour correspondre, pour être en conformité avec la notation, les conventions que j'avais la semaine passée. Donc vous voyez que j'ai 3 plus 3 plus 3 plus 1, 10 vecteurs de Killing. Et ce que je prétends, c'est que l'algèbre de ces champs de vecteurs, donc ceci c'est la même chose que ça, hein, c'est simplement écrit isolément chacun des... J'ai gardé pour chacun des... Donc je fais tous les paramètres égaux à 0, sauf 1 égal à 1, par exemple celui-ci, ça me donne d sur dx0, etc. Oui? Il n'y a pas d'inversion d'indice sur oméga, là. Oméga AB, c'est bien moins oméga AB, ABA. Ici? Non, les omégas, à gauche. Ici? À gauche, à gauche. Première, deuxième. Ici? Non, juste au-dessus. Oui, oui, pardon. Ce serait assez embêtant. Merci. Merci. Sinon, c'était nul, effectivement. D'accord, donc c'est un tenseur antisymétrique et donc c'est le même contenu que cela. Et donc voilà, vous avez 10 champs de vecteurs et je vous laisse vérifier comme exercice que l'algèbre auquel ils obéissent, c'est bien l'algèbre de Galilée décrite la semaine passée, et en particulier, bon, je ne vais peut-être pas avoir besoin de tout, donc je ferai de la place à un moment donné. Mais par exemple, si vous calculez, juste parce que je vais en parler maintenant, lequel est intéressant. Oui, par exemple, si vous calculez BK, PK, c'est avec KM, disons. On pourrait faire donc calculer, bon, peut-être on peut le calculer, le crochet de ça avec ça, mais vous voyez que c'est 0. Hein, parce que ceci ne dépend pas de xk, et ceci non plus, ça dépend de x0, mais si vous différenciez par rapport à xk, ça fait 0. Donc ça, c'est égal à 0. Et donc c'était une des relations clés de l'algèbre de Galilée, qui disait que les boosts de Galilée et les translations commutent, par opposition à ce qui se passe dans l'algèbre de Poincaré ou de Lorentz. Vous savez que sur les boosts, Pk et P0, l'énergie forme un quadrivecteur et donc se transforme l'un à l'autre. Donc on obtient l'énergie ici. Donc quand on fait C tendant vers l'infini, ça simplifie en 0. Alors je vais faire une petite digression, qui j'espère restera petite en temps, sur l'existence possible de charges centrales. Donc vous avez très brièvement, à la fin de la leçon de la semaine passée, dit que l'algèbre de Galilée et d'autres algèbres possédaient ce qu'on appelle une extension centrale, c'est-à-dire qu'on pouvait introduire un générateur supplémentaire qui commute avec tout, donc on peut le voir comme multiple de l'identité, et donc commute avec tout, donc il y a un grand nombre de relations de commutation de ce générateur qui sont très simples, c'est juste égal à 0, mais néanmoins il peut apparaître dans les relations de commutation des autres générateurs. Et donc on peut étendre l'algèbre de Galilée de cette manière en introduisant ce qu'on appelle un terme central. On obtient une algèbre alors à 11 dimensions, on a introduit un générateur supplémentaire qui commute avec tout, on appelle l'extension centrale de Galilée, et qui porte un nom, parce que un des premiers à avoir étudié ça, c'est Barkman, donc c'est l'algèbre de Barkman. Et pour vous motiver l'algèbre de Barkman, je vais utiliser des aspects de mécanique classique. Donc en fait, vous savez, donc, imaginons qu'on ait une théorie invariante pour Galilée. Le cas le plus simple, c'est une particule libre en mécanique galiléenne, donc qui est décrite par le Lagrangien, L est égal à 1,5 m v carré. Donc oui, v carré, vecteur v carré, où v
I, c'est dxi sur dt. Ce Lagrangien est invariant pour les transformations de Galilée. Après tout, c'est comme ça qu'on voit d'abord, si vous passez dans un référentiel à mouvement, vous aurez les mêmes équations du mouvement. Alors, il existe un théorème de mécanique classique, qui est réellement Noether, mais formulé légèrement différent, c'est essentiellement le théorème de Noether, qui dit qu'à toute symétrie du Lagrangien, on peut associer une charge conservée, ça c'est le théorème de Noether, et en plus, cette charge conservée a la propriété d'être le générateur de la transformation correspondante. Donc, par exemple, l'invariance pour les translations dans le temps implique l'existence d'une quantité conservée, l'énergie, et l'énergie, c'est aussi le générateur des translations dans le temps. L'impulsion, c'est la quantité conservée aux translations, associée aux translations d'espace, c'est le générateur des translations d'espace. Bon. Donc, on va faire ça pour le groupe de Galilée. Donc à toute transformation de Galilée, il existe une quantité conservée qu'on peut obtenir par Noether ou qu'on peut obtenir en se souvenant de ses cours. Donc l'énergie, c'est quoi? L'énergie d'une particule libre, c'est justement juste 1/2 m, donc x point carré, x point i carré, sommé sur i. Je ne vais pas écrire la somme sur i, enfin si quand même, parce que... Et puis l'impulsion, c'est mx point k. Alors, un théorème de mécanique classique dit que non seulement à toute quantité conservée, on peut associer à toute symétrie, on peut associer une quantité conservée. En plus, cette quantité conservée est le générateur. Et si vous calculez les crochets de Poisson des quantités conservées, vous obtenez une réalisation du groupe, mais en fait, à une extension centrale possible près. Et je vais vous montrer que c'est effectivement ça qu'on obtient. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais calculer le crochet de Poisson de Pk avec Km. Où Pk est cette fois-ci la quantité conservée associée. J'utilise toujours les mêmes notations. Donc Pk là était le générateur de l'algèbre, ici c'est la quantité correspondante conservée, bon, c'est clair d'après le contexte, et ceci c'est le crochet de Poisson. Donc je voudrais calculer ça et je vais vous montrer qu'on n'a pas 0. Bon. Alors, vous allez me dire, mais pour calculer ça, il faut connaître explicitement l'expression de Km. On peut court-circuiter le calcul en disant, puisqu'on sait que la quantité conservée associée à Km, c'est le générateur des boosts, il suffit de calculer la manière dont Pk se transforme pour les boosts, pour calculer ceci. Donc ça, c'est en fait delta m Pk, où m est le boost dans la direction m. Et ça, c'est facile à calculer parce qu'on sait comment la vitesse se transforme. Donc ça va être m fois la variation de la vitesse pour un boost dans la direction m. Bon, peut-être les indices ne sont pas les plus judicieusement choisis. Et comment se transforme la vitesse quand vous passez dans un référentiel inertiel? Selon la fameuse loi de l'addition des vitesses, qu'on trouve tout de suite à partir d'ici. Si vous faites un boost non trivial, pas de rotation, juste ça, et que vous calculez la nouvelle vitesse, il va y avoir la vitesse d'entraînement, BA, qui va apparaître. Donc en fait, ceci, c'est juste M fois le paramètre, je vais avoir un delta MK fois BM. Donc si on fait un boost dans la direction M, seule la composante M de la vitesse va se transformer. Et donc vous voyez qu'en fait, oui, là c'est KMBM, oui, j'ai mis le paramètre. C'est delta pour BM, oui, peut-être c'est mieux d'écrire ça comme ça. Donc il y a un B qui est toujours là, j'ai calculé la variation pour un boost donné. Et donc si maintenant j'enlève B, vous voyez que la relation de commutation, le crochet de Poisson, c'est Km égale M delta MK. Et donc vous voyez que le groupe de Galilée est représenté
ce qu'on appelle de manière projective parfois, c'est-à-dire qu'à cette extension centrale près. Donc ceci, c'est réellement un nouveau générateur, si vous voulez, c'est de la matrice identité, mais elle commute avec tout. Donc on a un nouveau générateur dans l'algèbre, l'identité, qui commute avec tout, donc c'est très facile, mais qui apparaît de manière non triviale dans certaines relations. Et donc l'algèbre à 11 dimensions correspondantes s'appelle l'algèbre de Bachmann, et j'aurai l'occasion d'y revenir la fois prochaine. Et ce n'est pas une contradiction avec les théorèmes généraux de la mécanique classique qui disent que la symétrie est réalisée à une extension centrale près, qui disparaît quand vous prenez un crochet de poisson double, puisque l'identité commute avec tout. Bon, ceci, c'était en fait une petite parenthèse par rapport à la leçon d'aujourd'hui, mais qui explique ce que je voulais dire la semaine passée et qui va être utile la semaine prochaine. Bon, maintenant, revenons à nos moutons, si je puis dire. Donc, on a compris la structure plate de Galilée. On va étudier comment on la courbe. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va considérer une variété à 4 dimensions qui est équipée d'un tenseur gamma alpha bêta dégénéré et de signature 0 +++, d'un covecteur psi alpha ou d'une informe psi alpha qui est dans le noyau de ce tenseur. Donc on va juste faire ces objets, on va supposer que ces objets dépendent de x en maintenant la relation fondamentale qui est ici. Donc ça va donner ce qu'on appelle une variété de Galilée, ou la variété de Galilée. Bon, je ne suis pas très fidèle à ma règle, mais je vais... Donc une variété de Galilée, c'est une variété munie de... Ah oui, c'est ici que j'ai introduit. D'un tenseur 2 fois contravariant symétrique qui dépend de x, qui est de signature 0 +++. Donc dans l'espace vectoriel, en chacun des points de la variété, on peut se ramener à la forme qui est là. Et puis, et pour une raison mystérieuse, je vois que j'ai changé mes notations et que psi est devenu W. Bon. Ce qui est probablement pas... Et donc d'un tenseur, je vaut mieux que je garde la même notation que dans mes notes, parce que sinon, Wx alpha, qui a la propriété que gamma alpha bêta W bêta est égal à 0. Et donc, dès qu'on a ces structures, en chaque point de l'espace vectoriel, en chaque espace vectoriel tangent, on peut parler de vecteurs de genre espace et de vecteurs de genre temps. On a la structure, en chaque point, dans l'espace vectoriel, en chaque point, on a la structure qui est donnée là-bas. Alors ça, c'est une variété de Galilée. On dira que la variété est intégrable si et seulement si la informe qui est ici est fermée. Donc en termes de coordonnées, ça veut dire que la dérivée antisymétrisée de W est égale à 0. Et ceci implique que W peut s'écrire, est une informe exacte. Et j'appelle T la zéroforme, la fonction dont c'est la dérivée extérieure. Donc en termes de coordonnées, ça veut dire que d alpha t. À partir de maintenant, je vais supposer que la variété de Galilée est intégrable, que cette condition est remplie. Il existe des extensions de la théorie où on considère des variétés non intégrables. Donc c'est intéressant, ça a des applications aussi, mais ici au cours, je vous donne la formulation due à Cartan, donc historiquement qui est arrivée en premier, et cette hypothèse est faite. Alors, dès qu'on a ceci, donc ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une fonction, on peut regarder maintenant les hypersurfaces où t a une valeur constante, les hypersurfaces de niveau de t.
que je vais appeler hypersurface de simultanéité. Donc il y a un temps absolu qui est déterminé par cette informe, qu'on appelle parfois la informe horloge ou la clock one form. Mais ici, j'ai supposé qu'elle était exacte. Et puisqu'on a cette structure, pour se simplifier la vie, on va se mettre dans des coordonnées où cette structure prend la forme la plus simple possible. Et quelle est la structure où sa forme prend la forme la plus simple possible? Eh bien, c'est dans les coordonnées où ça prend la forme la plus simple possible, des coordonnées où T est une des coordonnées. Donc je vais supposer, alors oui, j'appelle la T x0, donc il n'y a plus de C maintenant. Hein. Donc attention, mais par rapport au tout début où il y avait le lien c'était CT, évidemment comme C tend vers l'infini, bon, je ne peux plus mettre de C. Donc pour me simplifier la vie, pour avoir une notation uniforme, sinon je veux que je puisse utiliser des indices grecs pour les valeurs 1, 2, 3, 4 et que les coordonnées toutes soient mises collectivement. Quand j'écris x0, je veux réellement dire T. D'accord. Donc je vais utiliser des coordonnées, et puis xk, je prends n'importe quoi. Donc ça, je vais appeler ça des coordonnées adaptées. Et dans des coordonnées adaptées, puisque t est une des premières coordonnées, les composantes de w vont être extrêmement simples. Ça va être comme là-bas, c'est-à-dire, donc ça on peut toujours faire, 1, 0, 0, 0. Puisque t est une première coordonnée, donc ça on a toujours. Donc là, en un sens, on ne peut pas courber la fonction, on peut toujours se ramener à ça. Par contre, gamma alpha bêta, lui, va rester non trivial. Mais on peut dire tout de suite, grâce à cette condition, puisque seul W0 apparaît ici, ça veut dire que dès qu'il y a un 0 dans les composantes de gamma alpha bêta, on a un 0. Donc cette partie-ci, elle reste toujours la même. Mais là, d'ailleurs, je ne sais pas pourquoi j'ai mis les indices en dessous, ils doivent être au-dessus. J'ai un gamma AB qui, lui, peut dépendre de x0 et de xk. Alors, pour avoir une structure un peu plus riche, on va introduire maintenant la notion de connexion. Et donc, je vais introduire ce qu'on appelle une collection de Galilée. Bon, on verra qu'il y en a plusieurs. Donc, en fait, il va voir qu'il y a une grande différence entre Einstein et Newton-Cartan. C'est qu'avec Einstein, vous donnez l'équivalent de ça, c'est-à-dire la métrique, tout le reste est déterminé. Ici, on va voir que la connexion de Galilée, en fait, il y en a une famille, on va d'ailleurs dire comment elles sont caractérisées, et donc la connexion n'est pas définie uniquement. Donc en fait, qu'est-ce que c'est la connexion de Galilée? C'est une connexion sans torsion, donc symétrique. Donc on n'impose pas de torsion, qui préserve la structure, c'est-à-dire la dérivée covariante de... Ah, décidément, je suis vraiment mauvais dans mes notations, dans mes notes, parce que là, c'est devenu psi, mais je vais alors quand même écrire W bêta est égal à 0. Et la dérivée covariante de gamma rho sigma est égale à 0. Alors, la première chose que je vais montrer, c'est que ces connexions existent. Mais on va montrer qu'elles ne sont pas uniques. Donc ça, c'est vraiment l'analogue de ce qu'on fait en géométrie riemannienne. On a une structure, on demande qu'elle soit préservée par transport parallèle. Mais on va voir qu'il y a beaucoup de transports parallèles qui préservent cette structure, contrairement à ce qui se passe pour la théorie d'Einstein. Alors, on va effacer ça parce qu'on n'en a plus besoin. Donc rappelez-vous, charge centrale possible, algèbre de Bachmann. Ce sera utile la semaine prochaine. Et puis ici, ça c'est le groupe. On va calculer groupe de Galilée. Donc, ce que je vais faire maintenant, c'est explorer les conséquences
de ces conditions. Donc, ce qui me permettra de voir si la connexion d'abord existe et est unique ou pas. Alors, la première chose que je vais explorer, c'est les conditions sur l'A informe. Donc ça, on va l'écrire explicitement. Donc ça, c'est le transport parallèle d'une informe. J'aurais du mal à être cohérent dans mes notations, mais ce n'est pas grave. Donc ça, c'est la condition. Donc en principe, ça va nous donner des contraintes sur gamma, sachant que W a la forme qui est donnée là. Mais vous voyez tout de suite que puisque la connexion est sans torsion, ben en fait, c'est possible uniquement parce que... Donc ça, c'est d'ailleurs la dérivée. Donc ça, c'est la dérivée ordinée. Donc ceci est égal à ça, et je dois imposer que ce soit égal à 0. Donc vous voyez que si j'impose la même condition, mais en inversant les dérivées et l'indice alpha, oui, en fait, c'était dans l'autre sens, mais comme c'est symétrique, ça n'a pas... Vous voyez que puisque la connexion est symétrique, ces deux équations ensemble impliquent que la dérivée extérieure de W est égale à 0. Si je fais ça moins ça, ça se simplifie. Il reste que ça, et j'obtiens donc que la dérivée extérieure de W est égale à 0, ce qui est bien le cas, et en fait, parce que j'ai considéré une structure intégrable. Donc vous voyez qu'une condition nécessaire pour qu'il existe une connexion sans torsion qui préserve la structure définie ici, c'est que la forme de temps, enfin W, soit exacte. Donc ça, enfin bon, cette condition étant réalisée, il n'y a pas de problème. Donc ça c'était une petite parenthèse, mais donc on va exploiter, on va écrire explicitement ce que ceci donne. Alors en fait, c'est très facile. Les composantes de W étant constantes, soit 1, soit 0, ça c'est toujours 0. Et comme la seule composante non nulle de W, c'est la composante 0, en fait, les conséquences de cette équation sont très simples à tirer. C'est que gamma 0 alpha bêta est égal à 0. Donc ça, c'est la conséquence. Automatiquement, ceci vous garantit que les dérivées covariantes de W sont nulles. Que deviennent les autres conditions ? Que me disent alors les conditions qui restent ? Donc à nouveau, je vais écrire explicitement la dérivée covariante, qu'on puisse raisonner sur quelque chose. Lambda sigma plus gamma rho, sigma, lambda alpha, gamma rho, lambda. Et donc ça doit être égal à 0. Alors, je vais considérer d'abord le cas où alpha est égal à 0, et puis le cas où alpha prend une valeur d'espace. On va être systématique, il faut résoudre ces équations. Alors, quand alpha est égal à 0, vous voyez que si rho ou sigma est égal à 0, comme la composante correspondante de gamma est nulle, le premier terme est nul. Donc, et si rho ou sigma est égal à 0, un des deux termes ici sera nul, et l'autre sera nul aussi, puisque les gamma, dès qu'il y a un 0, sont nuls. Donc la seule équation non triviale, c'est rho égale à R, indice d'espace, et sigma égale à S. Les autres équations sont automatiquement satisfaites. Alors qu'est-ce que ceci me donne ? Écrivons D0 gamma RS plus gamma R. Alors ici je mets 0 pour alpha.
Alors là, la seule composante non nulle, c'est quand les seules composantes non nulles, bon là c'est S, c'est quand lambda prend des valeurs d'espace, c'est-à-dire L, donc l'indice latin correspondant, S, et puis j'ai gamma S L0, gamma RL. Donc, quand alpha est égal à 0, toutes ces équations sont contenues dans celle-ci. Et donc, de ces équations-ci, je dois voir si je peux trouver un gamma RL qui obéit à cette équation. Alors, je vais utiliser le fait que gamma LS, c'est la partie spatiale, est inversible. Donc, je vais donner un nom à ça. Je vais appeler ça gamma RL0, pardon, LS. J'élève l'indice avec la partie spatiale, ça a un sens, plus gamma gamma SR, pardon, 0, plus D0 gamma RS. Voilà ce que me donne l'équation. Donc ça, par définition, c'est ce qu'on obtient en élevant l'indice à l'aide de la métrique inverse spatiale. Évidemment, si je connais le gamma avec l'indice au-dessus, je peux toujours abaisser après l'indice et retrouver le gamma avec l'indice en dessous. D'accord? Puisque c'est une opération inversible d'utiliser la métrique inversible gamma et son inverse pour élever ou abaisser. Alors ce que vous voyez, c'est que la partie symétrique du gamma, ici avec les deux indices au-dessus, parce que ça c'est symétrisé, est complètement déterminée par la dérivée de gamma RS par rapport à x0. Par contre, la partie antisymétrique tombe, elle n'apparaît pas. Donc ce qu'on a obtenu comme relation ici, c'est si je décompose gamma RS0 à une somme de deux tenseurs, le premier est tel que lorsque j'élève l'indice, c'est symétrique. Le deuxième est tel que lorsque j'élève l'indice, c'est antisymétrique. Donc en d'autres termes, je décompose ce tenseur-ci en partie symétrique que j'ai appelée S, partie antisymétrique que j'ai appelée A. Ceci est complètement déterminé par gamma RS0, par la dérivée temporelle de gamma RS, et ceci par contre est indéterminé. Alors on pourrait dire peut-être que par l'équation qui reste qu'on n'a pas encore analysée, on aura des contraintes, mais en fait non. Regardons ce qui se passe quand alpha est égal à A, c'est-à-dire prend une valeur d'espace. Donc on obtient, alors à nouveau, si ρ ou sigma est égal à, si un des deux est égal à 0, cette équation-ci ne donne rien, parce que soit ça est égal à 0, soit c'est ça qui est égal à 0, soit c'est celui-là qui est égal à 0. Donc la seule équation non triviale, ça va être quand tous les indices sont des indices d'espace. Vous obtenez ceci, qui est en fait une équation qui vous dit que la métrique d'espace inverse est préservée par le transport parallèle d'espace défini par les gammas. Et donc en fait, les gammas purement spatiaux, ça va être les gammas de Christoffel de la métrique d'espace. Donc ils sont complètement déterminés. Donc, c'est la connexion de Lévi-Civita d'espace. Et puis c'est tout, on a tout réglé. Donc en particulier, un objet qui n'est pas apparu du tout dans les équations, c'est gamma R avec deux zéros. Donc c'est aussi indéterminé. Et donc on voit, la connexion existe, il existe une collection qui préserve la structure, mais elle est indéterminée. Et elle est indéterminée, il y a un tenseur d'espace antisymétrique, et il y a un objet qui a autant de composantes qu'un vecteur
qui n'est pas déterminé non plus. Donc en fait, l'arbitraire, en fait, on peut montrer que les deux, enfin, certains auteurs mettent les deux ensemble. Donc c'est comme si on avait un tenseur antisymétrique d'espace-temps, qu'on appelle éventuellement A alpha bêta. Donc les composantes spatiales, c'est ça. La composante avec un indice spatial et un indice zéro, c'est ça. Et donc on voit que l'arbitraire dans les connexions de Galilée, c'est un tenseur antisymétrique d'espace-temps, 6 nombres. Alors, parfois, les gens voient ça comme une deux formes, ce qui est un peu dangereux parce que ça dépend du système de coordonnées, ça ne se transforme pas comme une deux formes. Et on lui donne le nom de deux formes de Newton-Coriolis, parce que comme ça apparaît dans la connexion, bon, on comprendra ça mieux dans quelques minutes, ça va apparaître dans l'équation des géodésiques. Et en fait, le terme que ça engendre, c'est exactement le terme qui a la forme de la force de Coriolis. Donc dans un référentiel accéléré tournant, on aura typiquement un A non nul. Il existe des référentiels où A est nul, mais on peut, comme la connexion se transforme comme une connexion, pas comme un tenseur, on peut engendrer une connexion non nulle comme ça. Alors, mais donc le message important est le suivant, c'est contrairement à ce qui se passe pour la théorie d'Einstein, la connexion n'est pas unique. Il existe toute une famille de connexions paramétrisées par ça. Alors, autre propriété, mais qui est équivalente, qui est une autre manière de reformuler ceci, vous voyez que ce transport parallèle qui préserve gamma et qui préserve W a la propriété que le transport parallèle d'un vecteur de genre espace reste de genre espace. Mais ça, c'est donc si effectivement W alpha V alpha est égal à 0, et que vous prenez la dérivée covariante de ça, ben vous allez obtenir que c'est la dérivée covariante de W qui est nulle, et donc ça va être W alpha, dérivée covariante de V alpha. Donc vous voyez que la dérivée covariante de V alpha dans n'importe quelle direction reste un vecteur de genre espace. Bien. Alors pour construire la théorie de Newton-Cartan, il faut mettre des conditions supplémentaires. Et avant de mettre ces conditions supplémentaires, je vais libérer de la place ici. Donc ça, c'était les calculs détaillés, hein, mais on a le résultat qui est là. Donc on n'a plus besoin des calculs détaillés. Je vais parler maintenant, je vais introduire ce qu'on appelle les connexions de Newton-Cartan. Et les variétés de Newton-Cartan. Alors, il faut se rappeler un peu de qu'est-ce qu'on veut géométriser, c'est la théorie de Newton. Quelles sont les équations clés de la théorie de Newton? D'abord, il y a, en présence de la gravitation, c'est que la force de gravitation, je vais mettre T ici pour l'écrire, c'est le gradient d'un potentiel. Donc il y a un potentiel newtonien et c'est ceci. Et ce potentiel newtonien, c'est 4πg fois la densité de masse. Donc je mets ça entre parenthèses parce que ça, c'est ce qu'on a derrière la tête qu'on a envie de reproduire. On a envie de formuler géométriquement ces équations. Alors ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre des conditions en plus sur la connexion et sur la courbure de cette connexion. Alors on va dire qu'une connexion de Galilée est une connexion de Newton-Cartan et Newton-Cartan une propriété essentielle de la théorie de la gravitation de Newton, c'est que l'espace n'est pas courbé. On utilise les règles de la géométrie euclidienne pour calculer tout ce qu'on calcule en gravitation newtonienne.
Donc l'espace n'est pas courbé. Ce qui veut dire quoi? Ça veut dire que si vous prenez un vecteur d'espace et que vous en faites le transport parallèle autour de n'importe quelle courbe, comme il n'y a pas de courbure, vous revenez au même vecteur. Donc ça veut dire que, or vous savez que le tenseur qui mesure la manière dont les vecteurs tournent, c'est le tenseur de Riemann. Donc ce qu'on va demander, c'est que le transport des vecteurs d'espace soit absolu, sans courbure. Donc qu'est-ce que ça veut dire en termes? Ça veut dire qu'on impose que la courbure associée à la connexion soit telle que si V est un vecteur d'espace, donc ça veut dire que V bêta, W bêta est égal à 0, quel que soit le chemin de la boucle autour de laquelle vous tournez, vous avez 0. Donc si je mets des vecteurs quelconques ici, d'abord gamma, delta, c'est égal à 0. Donc ceci doit être égal à 0 pour tout vecteur d'espace. Donc là, il y a une restriction sur celui-ci, mais pas sur celui-là. Donc ça veut dire que la géométrie d'espace n'est pas courbée. Et puis si ça doit être vrai pour tout vecteur U1, U2, ben, je peux carrément... Bon, donc ça veut dire que ça doit être vrai sans contraction. Donc on impose ceci. Et dans un repère, dans des coordonnées adaptées, un vecteur d'espace n'a pas de composante selon 0. Donc en fait, cette équation-ci, en coordonnées adaptées, c'est R alpha B, B est un indice d'espace, gamma delta est égal à 0. Donc on va imposer cette condition à la connexion. En fait, on va réellement imposer deux conditions pour que ce soit Newton-Cartan, et ça c'est la première condition. Il y aura une deuxième condition que je vais analyser après, qu'on appelle parfois... Enfin bon, j'en parlerai quand on y arrivera. La condition de Trautmann. Enfin, bon. Donc ce que je vais d'abord faire maintenant, c'est explorer les conséquences de cette condition sur gamma. Donc pas n'importe quel gamma va obéir à ça. Ça va contraindre très fortement les gammas. Et en partie, ça va contraindre le tenseur arbitraire qui est là. Alors, pour voir comment ça contraint les gammas, il faut déballer le tenseur de courbure. Donc je vais peut-être... Donc ça, c'est la définition du tenseur de courbure. Donc je vous donne une connexion. Voici ce que vaut le tenseur de courbure. Donc là, c'est delta et là, c'est gamma. Il vaut mieux que je regarde mes notes. Donc c'est une expression qui est assez lourde, enfin qui est longue par rapport aux autres qu'on a écrites. B delta, lambda, c'est gamma, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas capable de lire mes notes. B delta moins gamma alpha lambda delta, il vaut mieux que je ne regarde pas, le B gamma. Et donc ce qu'on va imposer, c'est que ça soit égal à 0. Alors, ça a l'air d'être assez compliqué à analyser, mais on peut très facilement en tirer les conclusions. Bon, d'abord, il est clair que si alpha est égal à 0, comme on a ceci, il n'y a rien. Enfin, c'est automatiquement satisfait. Donc c'est uniquement intéressant quand j'ai un indice ici A, et donc là B, et on va d'abord regarder, bon cette fois-ci il y a deux cas à considérer. Un des deux indices ici est égal à 0, ou aucun des indices n'est égal à 0. Je vais commencer par cette deuxième équation. Aucun des indices est égal à 0, donc c'est C et D. Donc ma règle, rappelez-vous, grec c'est 0, 1, 2, 3, le latin correspondant c'est 1, 2, 3. Donc ça veut dire que je spécifie gamma est égal à un indice latin, delta un indice latin. Alors là, vous voyez, bon, je vais écrire les équations. Vous voyez qu'ici, tous les indices vont être spatiaux. Tout est spatial ici, je dérive spatialement. Alors ici, ces deux-là sont des indices spatiaux. Et là, j'ai un indice spatial. Et donc, en fait,
Oui, ici aussi, comme lambda est nécessairement différent de 0 parce qu'on a cette propriété, donc vous voyez en fait que le R A, B, C, D d'espace-temps se réduit au R A, B, C, D d'espace. C'est-à-dire qu'il n'y a aucun indice 0 dans cette équation-ci, grâce aux propriétés. Donc je vais écrire ça comme ça, 3, donc calculer à l'aide de... et c'est égal à 0. Donc ça veut vous dire que la géométrie spatiale est effectivement la géométrie plate, et donc ça veut dire qu'il existe un système de coordonnées où gamma AB est égal à delta AB, ne dépend pas du temps. Donc je peux prendre ce qu'on appelle les coordonnées de Galilée, coordonnées adaptées, disons, donc je vais renforcer la notion de coordonnées adaptées en disant que ce sont des coordonnées où gamma AB est égal à delta AB. Et c'est toujours possible parce qu'il n'y a pas de courbure spatiale. Et donc en particulier, si cette propriété est imposée, la dérivée temporelle de gamma AB est égale à 0. Et donc vous voyez que les seuls gamma, donc ceci devient égal à 0 dans ces coordonnées adaptées. Donc, et les seuls gamma qui restent, c'est gamma RS0 partie antisymétrique, parce que la partie déterminée par symétrique déterminée par la dérivée de gamma RS est égale à 0, et la partie temporelle qui est là. Donc regardons ce que nous donne, mais il y aura des contraintes qui apparaîtront quand l'un des deux indices ici est égal à 0. Donc j'ai A, B, 0. Est-ce que c'est celui-là? Non, c'est 0. Alors à nouveau, il n'y a pas beaucoup de termes qui restent dans l'équation si on tient compte de tout ce qui a été dit précédemment. Le seul terme qui reste en fait, c'est le premier. Parce que quand celui-ci, j'ai A, B, C, mais le gamma correspondant est nul. Vous voyez ici A, L, alors si c'est C, ça fait 0. Et donc ces termes-là sont 0 aussi. Donc en fait, le R se réduit à ça, qui est égal à 0. Et donc ceci me dit que le gamma AB est constant. Ne dépend pas de l'espace. Donc c'est une certaine fonction, appelons-la KAB de x0. Et donc ce qu'on apprend, c'est que la partie ici, antisymétrique, puisque la partie symétrique est nulle, comme les gammas ne dépendent pas du temps, est en fait constante. Alors, c'est pour ça que associer ça à la force de Coriolis, c'est une bonne idée. Je prétends que puisqu'elle ne dépend pas de x, qu'elle est constante, qu'elle ne dépend que de x0, je peux, par une transformation de coordonnées, l'annuler. Et en fait, ce que je vais faire, c'est une transformation de coordonnées. xa va en x' a égale à RAB. Je fais une rotation qui dépend du temps. Donc la dérivée première par rapport à x, ça va être RAB. Et si vous regardez la manière dont les Christoffel se transforment, je vous laisse vérifier ça, vous allez voir que ARS va être précisément modifié par la rotation ici, de telle sorte que vous pouvez faire ARS égale à 0. Donc c'est un exercice que je vous laisse vérifier. On peut annuler ARS en choisissant bien la rotation. Donc on passe dans un repère tournant, ou plutôt on était dans un repère tournant et on défait la rotation pour avoir un ARS égal à 0, puisque ça a été égal à 0 aussi. Ça veut dire que finalement, une fois qu'on a fait ça, dans ces repères adaptés, on a cette propriété-ci, et gamma RS égale à 0. Et donc la seule chose qui reste, c'est ce terme-ci.
Donc toutes les composantes de la connexion sont nulles dans la théorie de Newton-Cartan quand on se place dans un repère adapté, sauf la composante gamma R 0, 0. Et on va la lier au gradient du potentiel. Donc on va écrire des équations, et je vais faire ça dans les 5 minutes qui restent, mais donc peut-être je résume avant d'effacer ce qu'on a trouvé. En fait, dans ce qu'on appelle des coordonnées galiléennes, donc, qui existent pour autant que cette condition-là soit remplie. Tout est 0. R, S, M égale à 0. La seule quantité non nulle, c'est ceci. Enfin, non fixé. Non fixé par les conditions écrites jusqu'à présent. Donc toutes les autres. Un 0 au-dessus, c'est toujours 0. Un 0 en dessous, c'est 0. Pas de 0, c'est 0. Donc il y a 2 zéros en dessous qui, éventuellement, peut être non nul. Alors, donc, les coordonnées où les gammas sont données par cela, on les appelle coordonnées galiléennes, et la métrique est donnée par, oui, ça rappelons-le, gamma RS égale delta RS, et comme ça, je peux effacer tout le reste. Alors, la deuxième condition pour avoir une connexion de Newton-Cartan est celle que je vais écrire maintenant. Et en fait, elle vient du fait qu'on voudrait que la connexion qui reste, enfin la composante qui reste, soit le gradient. Donc on a vu que les seules composantes non nulles, c'est ces trois composantes-ci. Mais on voudrait que ce soit le gradient du potentiel. Parce que si vous regardez l'équation des géodésiques, vous allez voir qu'elle se réduisent à d2 xr sur d t2. T est un paramètre affine, ça vient du fait que tous les gammas ici sont nuls. Donc je prends ça comme paramètre, plus gamma r 0, 0, puisque c'est la seule non nulle, fois 1, puisque j'ai pris t comme paramètre affine, ça se réduit à ça. Et donc on voudrait que ça soit égal à d2 xr sur dt2 plus le gradient du potentiel, puisque dans l'équation de Newton c'est moins le gradient du potentiel, plus dr phi égale à 0. Donc on voudrait que cette équation ici me donne ça. Et donc pour ça il faut que la connexion soit le gradient de quelque chose. Pour que la connexion soit le gradient de quelque chose, il faut qu'elle obéisse à une condition d'intégrabilité. Oui ? J'ai oublié, y a-t-il une condition sur la dépendance temporelle du gamma R00 ? Pour le moment, non. Non, il n'y a rien. Il n'y a rien. Donc en fait, je veux obtenir des équations sur gamma R00, enfin sur phi, mais avant d'obtenir ces équations, je vais montrer qu'effectivement gamma R00 peut s'écrire comme le gradient d'un potentiel. Et pour ça, il faut qu'il obéisse à des... Bon, la métrique d'espace est la métrique plate, donc maintenant je peux élever et abaisser les indices sans faire attention. Donc il faut que la dérivée par rapport à S de gamma R00, où j'ai abaissé l'indice avec la métrique plate, soit égale à la dérivée par rapport à R de gamma S00. Donc on va imposer cette condition. Donc on va dire une connexion est une connexion de Newton-Cartan si et seulement si elle obéit à la première condition que j'ai écrite là, et si elle obéit à la deuxième condition que j'écris ici. Alors cette deuxième condition, on peut l'écrire directement en termes du tenseur de Riemann. C'est plus joli. En fait, c'est simplement que RS0 R0 est égal à R0 S0. Et même on peut l'écrire de manière covariante avec des indices d'espace-temps. On peut montrer que c'est équivalent, où on a élevé l'indice ici à l'aide de gamma à la condition suivante. Donc c'est équivalent.
Et ceci, ça s'appelle parfois, enfin oui, ça s'appelle la condition de Trautmann. Donc la condition de Trautmann, c'est une condition sur les symétries des indices du tenseur de Riemann et qui garantit que, une fois qu'on a tenu compte de toutes les autres conditions, la connexion peut bien s'écrire comme le gradient d'une fonction que j'appelle phi et qui va être identifiée au potentiel newtonien. Mais ça doit être le potentiel newtonien si on veut que l'équation des géodésiques dans la théorie de Newton-Cartan se ramène à l'équation de Newton qui dit que dans un champ de gravitation, l'accélération, c'est moins le gradient du potentiel de gravitation. Maintenant, il me faut encore une équation qui relie ce potentiel de gravitation à la matière, à la densité de masse, puisque dans la théorie de Newton, c'est lié à la densité de masse. Et donc, ça va être en fait une équation qui va relier certaines composantes du tenseur de Riemann, mais il n'en reste plus beaucoup, à la densité de masse. Alors, d'accord, donc pour résumer, une connexion, donc ça va aller vite maintenant, une connexion de Newton-Cartan, c'est une connexion qui est est galiléenne, c'est-à-dire préserve la structure, mais en plus obéit à cette propriété-ci, hein, et obéit aussi à la propriété de Trautmann, et l'arbitraire qui reste dans une telle connexion, c'est une fonction. Alors, si vous calculez, et je vais arriver aux équations du champ, aux équations de Newton en fait, mais écrites de manière géométrique. Et donc là, ça va contraindre maintenant phi. Bon, on va calculer le tenseur de Ricci, donc qui est obtenu par contraction. Et donc la contraction, c'est même uniquement sur l'indice spatial, hein, puisque eh bien, on peut faire le calcul en termes de gamma. Et ce que vous allez voir, c'est que toutes les composantes sont nulles sauf R00. Donc calculer R0b, c'est 0, RAB, c'est 0. Donc, avec une telle connexion, toutes les composantes de R du tenseur de Ricci sont nulles sauf R00, qui est juste le Laplacien du potentiel. Il faut prendre une dérivée supplémentaire et contractée de ceci, donc ça va nous donner le Laplacien. Et donc, comment obtenir les équations de Newton? On va simplement demander que R00 soit égal à 4 pi g fois la densité de masse, hein, puisque R00 se réduit à la... Donc c'est naturel. Équation qu'on peut écrire de manière covariante, comme R alpha bêta est égal à 4 pi g rho W alpha W bêta. Hein, puisque W alpha W bêta, ça va être non nul que lorsqu'on a 0, 0. C'est nul dans tous les autres cas. Donc, et quand c'est 0, 0, on obtient bien ça. La composante c'est 1 au carré, c'est 1. Donc, c'est une manière covariante d'écrire les équations de Newton. Donc, on est arrivé au bout de la reformulation géométrique de la théorie de Newton en termes de géométrie d'espace-temps. Ça fonctionne, on peut géométriser la théorie de Newton, donc, mais le prix à payer, c'est qu'on a une structure plus compliquée. Et donc, s'il fallait choisir entre Einstein et Newton sur base de la simplicité, des bases esthétiques, je pense qu'Einstein gagne haut la main. Mais parfois on dit les seules théories intéressantes physiquement, c'est celles qu'on peut géométriser. Newton, on peut géométriser aussi, c'est Cartan qui l'a vu depuis longtemps. Mais vous voyez que c'est une structure beaucoup plus moins comment dire, qui a trop de flexibilité en un sens. L'intérêt de la théorie d'Einstein, c'est que c'est une théorie extrême, c'est très rigide, c'est très difficile de modifier Einstein sans tout mettre par terre. Ici, il y a des objets séparés qu'on met ensemble, donc c'est, de ce point de vue-là,
moins satisfaisant, mais néanmoins, c'est une formulation géométrique intéressante et qui peut être intéressante dans les applications. Parce qu'après tout, des situations où la vitesse de la lumière est grande, ça existe. Et donc, c'est utile d'avoir cette approche parfois géométrique des problèmes. Alors, je comptais faire plus cette heure-ci, mais je vois que je suis arrivé à la fin, donc je vais arrêter. En fait, je voulais vous montrer, je le dirai juste en mots, comment, partant d'Einstein et en faisant un développement de la métrique en puissance de 1 sur C, on pouvait retrouver cette structure-ci. Alors, si j'ai le temps plus tard, je le ferai, mais aujourd'hui, je vais arrêter. Donc, ça, c'est pour la leçon d'aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des questions ?